Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle lecture confinée. Je vais continuer la lecture d'un recueil de nouvelles d'Anna Gavalda qui s'appelle Fendre l'armure et la nouvelle du jour s'appelle Mes points de vie. Ce matin, peu avant 10 heures, mon téléphone a vibré contre ma poitrine. J'ai senti son bourdonnement, mais je ne m'en suis pas souciée car j'étais accroupie devant un mur et j'examinais l'évolution d'une fissure. Le genou posé sur mon casque de chantier, j'essayais de comprendre pourquoi un bâtiment d'habitation collective entièrement neuf ne serait jamais habité. J'avais été nommée comme expert par la compagnie d'assurance du cabinet d'architectes qui l'avait conçu et j'attendais que mon assistant finisse de lire les relevés des jauges que nous avions posés le long de cette même fissure 4 mois plus tôt. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant car ce serait beaucoup trop technique, mais la situation était tendue. Notre agence travaillait sur ce dossier depuis plus de 2 ans et une très grosse somme d'argent était en jeu. Une très grosse somme d'argent, la réputation de 3 architectes, de 2 géomètres, d'un promoteur immobilier, d'un terrassier, d'un constructeur, d'un chef de travaux, de 2 ingénieurs conseils et d'un député maire. Il fallait déterminer la tendance du désordre, comme nous disons pudiquement dans notre jargon. Et selon que mon futur rapport privilégierait un mot plutôt qu'un autre entre ces 3-ci, déplacement, glissement ou inclinaison et tous leurs corrélaires, seraient enfin désignés non pas le montant, subtilité qui n'était pas de mon ressort, mais les noms de l'émetteur et du récepteur de la facture à venir. Autant dire que je n'étais pas seule ce matin-là au chevet d'un immeuble à peine sorti de terre et déjà moribond, et que mon téléphone pouvait bien vibrer dans le vide. Il a recommencé, d'ailleurs, il a de nouveau tremblé 2 minutes plus tard. Agacée, j'ai glissé ma main sous ma veste. À peine l'avais-je bâillonné que celui de François, mon assistant, a pris la relève. Ces sonneries ont retenti un long moment, 6, 7 fois peut-être, et à 2 reprises, mais François s'affairait dans une nacelle à 10 mètres du sol, et l'entêté qui cherchait à le joindre a fini par raccrocher. Je réfléchissais, je soupirais, je passais la main sur cette maudite fissure, la 3e apparue sur cette façade-ci depuis le début de nos investigations, et je la frôlais du bout des doigts comme j'aurais effleuré une plaie humaine, avec le même sentiment d'impuissance et dans un même délire vaguement christique. Mur, referme-toi. Je détestais le moment que j'étais en train de vivre. Je sentais que cette mission était trop lourde pour moi, pour nous, mon associé et moi. Trop lourde, trop difficile et surtout trop risquée. Quelle que soit la teneur de mon rapport, et même si les suites de cette affaire dépendraient en définitive des grandes manœuvres entre avocats où fissures, charpentes et fondations les plus alarmantes finissent toujours par se chiffrer à l'amiable, je savais que le seul fait de m'exprimer, de nous exprimer, nous attirerait l'inimité de tout un pan de notre secteur d'activité. Si les architectes étaient dédouanés, nous perdrions la clientèle du promoteur et du constructeur incriminés. Et si les architectes étaient jugés responsables, nous ne serions pas payés avant des mois, voire des années, et nous perdrions quelque chose de plus précieux encore qu'un confort de trésorerie, notre confiance. Confiance en eux, confiance en nous, et par ricochet, confiance en notre métier. Car si leur culpabilité était avérée, ce serait la preuve qu'ils nous avaient menti depuis le début. Nous avions longtemps hésité avant d'accepter cette mission, et si nous l'avions fait, c'est parce que nous estimions ces gens et leur travail. Nous y sommes allés avec tout ce que la sous-entendait de prise de risque pour nous. Nous avons dû investir dans des appareils extrêmement coûteux, parce que nous avons toujours cru à leur bonne foi. La preuve que nous nous serions trompés serait aussi en soi, pour mon associé et moi du moins, un terrible désordre. Or, il se trouve que ce matin-là, et pour la première fois depuis le début de ce travail d'expertise, je commençais à avoir des doutes. Inutile d'exprimer pourquoi maintenant, ce serait, je le redis, beaucoup trop technique, mais j'étais anormalement nerveux. Il y avait là 2 ou 3 détails qui m'irritaient, et une petite pensée insidieuse commençait son travail de sape. Exactement comme avec ces termites ou ces capricornes que nous traquions à longueur d'expertise, une petite pensée xylophage. Pour la première fois depuis le début de nos investigations, et les centaines d'heures que j'avais passées sur ce dossier, je sentais qu'une saloperie commençait à me ronger de l'intérieur. Les archis nous avaient-ils vraiment dit toute la vérité? Ce préambule est bien long, mais il me semble important, au regard de la suite des événements relatés ici. Tout est dans les fondations. Mon métier me l'a appris. J'en étais là avec mes ruminations, quand l'un des architectes, justement, s'est approché en me tendant son téléphone. « Votre femme. » Avant même d'entendre sa voix, j'avais compris que c'était elle qui essayait de me joindre depuis tout à l'heure, et avant même d'entendre ses propos, j'avais déjà imaginé le pire. On ne dira jamais assez la vitesse sidérante à laquelle tournent, cliquent, s'entraînent et s'alarment les rouages du cerveau. Avant même de prononcer les 2 petites syllabes « Allô », une succession d'images mentales plus morbides les unes que les autres avait eu le temps de défiler devant mes yeux, et j'étais certain, en même temps que j'attrapais le téléphone, qu'il était arrivé quelque chose de grave.
Horrible millième de seconde, horrible secousse sismique, fissure, faille, brèche, lézarde ou tout ce que vous voudrez, mais le cœur, à cet instant, se fragilise à jamais. L'école, me dit-elle dans un souffle. L'école de Valentin. Ils m'ont appelé. Il y a un problème. Il faut que tu y ailles. Quel problème? Je ne sais pas. Ils n'ont pas voulu me parler par téléphone. Ils veulent que nous nous déplacions. Mais il est arrivé quelque chose de petit? Non, il a fait quelque chose. De grave? En même temps que je lui posais cette question, je sentais mon cœur battre de nouveau. Il n'était rien arrivé au gamin, le reste était forcément anodin. Le reste n'existait déjà plus, et je recommençais à inspecter mon mur. Et c'est seulement cette nuit, en écrivant ces murs, et je recommençais à inspecter mon mur, que je réalise à quel point cette expertise m'a rendu à moitié fou. Sûrement, sinon, il ne nous convoquerait pas comme ça. Pierre, il faut que tu y ailles. Maintenant? Non, je ne peux pas, je suis sur le chantier Pasteur et je peux pas m'en aller maintenant, on attend des résultats. Écoute, me coupa-t-elle, ça fait 2 ans que tu nous pourris la vie avec ce chantier, je sais que c'est difficile et je ne t'ai jamais rien reproché, mais là j'ai besoin de toi. J'ai des consultes par-dessus la tête, je ne peux pas annuler mes rendez-vous et en plus c'est toi qui es le plus près, tu dois y aller. Bon, je ne vous expose pas les données du problème car là encore ce serait trop technique, mais je connaissais assez bien ma femme pour savoir que lorsqu'elle emploie ce ton, il faut répondre « Ok, j'y vais ». Tu me tiens au courant, hein? Elle avait l'air vraiment inquiète. Elle avait l'air si inquiète que je l'étais redevenue aussi par imprégnation, et j'ai simplement lancé à la cantonade que mon jeune fils avait un problème et que je serais de retour au plus vite. J'ai senti un méchant vent d'incompréhension parcourir l'assistance, mais personne n'a osé rien dire. Un enfant, même pour ces requins-là, ça restait quand même un tout petit peu plus sérieux qu'un sac de ciment. François, du haut de sa nacelle, m'a lancé un signe d'apaisement. Un signe qui disait à peu près... Ne t'inquiète pas, je les tiens tous à l'œil, un signe magnifique en de telles circonstances, magnifique. La directrice en personne s'était déplacée jusqu'au portail de l'école élémentaire Victor Hugo où ont été scolarisés nos 3 garçons. Elle ne m'a pas accueillie, elle ne m'a pas souri, elle ne m'a pas tendu la main. Elle n'a rien dit d'autre que « suivez-moi ». Je la connaissais. Nous échangions toujours quelques mots lors des fêtes d'école, des réunions de parents d'élèves ou des sorties de classe, et j'avais même travaillé gracieusement pour elle il y a quelques années, au moment où la mairie agrandissait la cantine. Le restaurant scolaire, comme il faut l'appeler désormais. Tout s'était bien passé et j'avais l'impression que nous entretenions de bonnes relations. Alors que nous longions ce nouveau bâtiment, je lui ai demandé si tout allait bien de ce côté-là, et elle ne m'a pas répondu. Ou pas entendu. Son visage était inamical, sa démarche rapide et ses poings serrés. De la sentir si hostile m'a ramené presque 40 ans en arrière. Je me suis soudain retrouvée dans la peau du petit garçon penaud qui marchait derrière la directrice sans piper mot, en se demandant quelle serait sa punition et si ses parents seraient prévenus. Sensation très désagréable, vous pouvez me croire. Très désagréable et très curieuse. Très désagréable en ce qui me concernait, car plus qu'une sensation, c'était une réminiscence. J'étais un élève turbulent. Et j'avais été ce petit garçon que l'on tient par l'oreille et qui traverse la cour de récréation comme on va à l'échafaud. Mais très curieuse dans le cas de mon fils Valentin, car il était, lui, le plus doux et le plus gentil des enfants. Qu'avait-il donc fait? Pour la seconde fois de la matinée, je me trouvais face à un mystère qui me dépassait. Qu'est-ce qui n'avait pas été bien conçu dans la tête de mon fils de 6 ans pour que son petit monde, celui de l'école en tout cas, présente ainsi des signes avant-coureurs de déplacement, de glissement ou d'inclinaison? Rien ne m'aurait étonné de la part de ses frères, mais lui qui a toujours vénéré ses institutrices, qui tient ses cahiers à la perfection, qui ne cesse de donner ses jouets et qui préfère, lorsqu'il est en vacances chez mes beaux-parents, courir le long de leur piscine du matin au soir pour repêcher les insectes en train de se noyer, plutôt que de s'y baigner, lui, puni, mon enfant cadeau, comme je l'appelle souvent, car c'en est un, au pied de la lettre. Nos 2 aînés étaient déjà grands. Thomas avait 8 ans et Gabriel 6, et c'est moi, une année où Juliette, leur maman, me demandait ce qui me faisait plaisir pour Noël, qui ai répondu « un bébé ». Nous avons manqué Noël de peu, mais comme il est arrivé mi-février, ce fut Valentin. Ce fut Valentin et ce fut une merveille. Comment mon cadeau d'enfant avait pu mettre à 6 ans à peine la directrice de son école dans un état pareil? Voilà qui me laissait bien perplexe. Son bureau se trouvait au 1er étage du bâtiment principal. Elle me précéda à l'intérieur et me fit signe de la suivre sans m'adresser le moindre regard. J'entrai. « Fermez la porte derrière vous », m'ordonna-t-elle. Si j'avais eu un testeur de tension sous la main, je pense que l'appareil m'aurait électrocuté. Ce n'était pas une réunion, c'était un champ électromagnétique. Il y avait là un homme à la mine sombre, qui répondit à mon bonjour par un infime signe de tête. Une femme si ulcérée
qu'elle n'avait, elle, pas assez d'air pour me rendre mon salut. Un petit garçon, assis dans un fauteuil roulant, leur fils probablement, qui ne leva pas les yeux dans ma direction, occupé qu'il était à gratter une tache imaginaire sur le genou de son pantalon. Et à l'opposé de tous, seul, debout devant la fenêtre, mon Valentin. Il était en contre-jour et regardait ses pieds. Valentin va vous expliquer pourquoi je vous ai convoqué en urgence ce matin avec les parents de Maxime, annonça la directrice en s'adressant à mon fils. Pas de réponse. Valentin, répéta-t-elle, aie au moins le courage de dire à ton père ce que tu as fait. Le papa de Maxime regardait mon fils d'un air sévère. La maman de Maxime secouait sa tête d'indignation en triturant ses clés de voiture. Maxime regardait par la fenêtre et Valentin regardait toujours ses pieds. « Valentin, lui demandai-je doucement, dis-moi ce que tu as fait. » Pas de réponse. « Valentin, regarde-moi. » Mon fils obéit et je découvris alors un enfant que je n'avais jamais vu. Ce n'était plus un enfant d'ailleurs, c'était un mur. Son visage était un mur, et ce mur était autrement plus solide que ceux qui m'occupaient l'esprit une demi-heure plus tôt. Une muraille percée de 2 grands yeux clairs. Un contrefort. Bien sûr, je n'en laissais rien paraître, mais je souriais intérieurement. Il était si mignon, avec sa petite tête dure de jeune soldat mené devant la cour martiale. Non, il n'était pas mignon, il était beau. Si beau, si calme, si pâle, un buste, un marbre blanc. « Valentin » répéta la directrice. « Ne me force pas à le dire moi-même, s'il te plaît. » La maman de Maxime laissa échapper un hoquet et ce hoquet m'agaça. Que se passait-il à la fin? Leur fils était vivant que je sache et ce n'était quand même pas le mien qui l'avait mis dans ce fauteuil. J'allais intervenir, j'allais manifester cet agacement quand mon petit garçon, en se décidant à passer aux aveux, et je ne le remercierai jamais assez pour cela, me préserva du ridicule devant cette assemblée pleine de fureur et de chagrin. « J'ai crevé la roue du fauteuil de Maxime », lâcha-t-il dans un murmure. « Exactement !» rétorqua la directrice d'un ton satisfait. « Tu as crevé la roue du fauteuil roulant de ton petit camarade de classe en te servant de la pointe de ton copain. C'est exactement ce que tu as fait. Tu es fier de toi ?» Pas de réponse. Pas de réponse de la part d'un enfant de 6 ans connu jusque-là pour sa gentillesse revient à acquiescer, et s'il assumait ainsi son geste, la moindre des choses était de mener une petite enquête. Attention, je ne dis pas que j'étais prêt déjà à couvrir ou pardonner les fautes de ma progéniture, mais c'est mon métier de mener des enquêtes pour déterminer les responsabilités des uns et des autres au sein d'un litige, et je tenais à cette expertise préliminaire avant de déterminer les causes du sinistre. Je ne protégeais pas mon fils, j'appliquais la loi. J'appliquais la loi et j'étais d'autant plus scrupuleux avec elle que j'entretenais ce matin-là une relation extrêmement pointilleuse avec la vérité. Voilà des mois que j'étais stressée, malmenée, brutalisée par des gens qui jouaient au chat et à la souris avec la réalité, et j'avais vraiment besoin, pour ce qui me concernait, de la plus grande clarté. « Tu es fière de toi ?» demanda-t-elle à nouveau. Pas de réponse. La directrice se tourna vers les parents de Maxime, en levant les bras au ciel pour leur témoigner son exaspération. Soulagé par la confession de Valentin, autant que rassuré par l'indéfectible soutien de l'autorité, le papa de Maxime se redressa et sa maman rangea ses clés. La tension baissa de quelques milliers de volts et l'on sentit qu'il était temps à présent de passer aux choses sérieuses, à savoir la sanction. Quelle serait la peine assez dure pour un geste aussi lâche? Car nous sommes bien d'accord, mesdames et messieurs les jurés, il n'y a rien de pire au monde que de s'en prendre à un pauvre enfant handicapé sans défense, n'est-ce pas? Oui, je sentais que l'atmosphère se détendait et je n'aimais pas la nature de cette détente. Je ne l'aimais pas parce qu'elle colmatait les fissures un peu vite. Je connaissais mon fils, je connaissais ses fondations. Et je savais de quel bois il était fait. Il n'avait aucune raison de commettre un tel geste sans raison. « Pourquoi as-tu fait cela ?» lui demandai-je en lui adressant un sourire invisible, caché dans les sourcils de mes gros yeux méchants mais pour de faux. Pas de réponse. J'étais décontenancée. Je savais que mon fiston avait reconnu ma grimace, de vrai faux papa fâché, alors pourquoi n'ôtait-il pas ce méchant masque? Pourquoi ne me faisait-il pas confiance? « Tu ne veux pas me le dire ?» Il fit non de la tête. « Pourquoi tu ne veux pas me le dire ?» Pas de réponse. « Il ne veut pas le dire parce qu'il a honte, affirma la maman de Maxime. « Tu as honte ?» répétai-je doucement et en continuant de soutenir son regard. Pas de réponse. « Bon, écoutez, soupira la directrice, je ne vais pas vous retenir plus longtemps autour d'une affaire aussi lamentable. Les faits sont là et les faits sont inexcusables. Il sera puni et ça lui donnera le temps de réfléchir sur sa conduite. » Soupir d'aise dans le prétoire. Je ne lâchais pas mon fils des yeux, je voulais comprendre. « Retourne dans ta classe, le somma-t-elle. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je l'interpellai. « Valentin, tu ne veux pas le dire ou tu ne peux pas le dire ?» Il se figea, pas de réponse. « Tu ne peux pas le dire. »
Pas de réponse. Tu ne peux pas le dire parce que c'est un secret. Et là, parce qu'il hocha la tête pour la première fois, le mouvement de bascule de sa nuque permit aux 2 énormes larmes coincées dans ses cils de s'échapper enfin et de glisser le long de ses joues. Oh, je fondais de tendresse. J'aurais tellement voulu à ce moment-là m'agenouiller devant lui et le serrer fort dans mes bras. Le serrer fort et lui chuchoter à l'oreille « C'est bien mon petit gars, c'est bien. Tu as un secret à tenir et tu le tiens même sous la menace. Moi, tu sais, je suis fière de toi. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je sais que tu as tes raisons et cela me suffit. Je sais qui tu es, j'ai confiance en toi. » Bien sûr, je n'ai pas bougé. Non par crainte de déplaire à la directrice ou pour ménager la pudeur de mon fils, mais par respect pour les parents de Maxime. Par respect pour une souffrance qui n'avait rien à voir avec cette stupide histoire de pneus. Par respect pour ces gens qui auraient tellement voulu, eux aussi, s'agenouiller au pied de leur petit garçon et le serrer contre leur cœur. Je n'ai pas bougé, mais ma déformation professionnelle a pris le dessus encore une fois. Il m'est apparu à cette minute précise qu'il était temps pour eux, pour moi, pour Valentin, pour Maxime et pour l'institution scolaire tout entière représentée ici par la directrice, de procéder à un énième rapport d'expertise. Oui, il était de mon devoir de définir les mesures conservatoires qui s'imposent pour mettre l'ouvrage en sécurité ou éviter une aggravation des désordres. Aussi ai-je posé une main sur l'épaule de mon fils pour l'empêcher de quitter la pièce, et l'ayant ainsi calé contre mes jambes, j'ai pivoté de manière à nous placer tous les deux face aux parents de Maxime. Je les ai regardés et je leur ai dit « Écoutez-moi, je ne prends pas la défense de mon fils. Ce qu'il a fait n'est pas très malin. D'ailleurs, il va m'aider à réparer sa bêtise parce que j'ai un kit de rustine dans le coffre de ma voiture et que je vais en profiter pour leur montrer à tous les deux, fis-je en m'adressant à Maxime, comment on répare une chambre à air. C'est toujours bon à savoir et cela pourra leur être très utile dans la vie. Donc voilà, passons. Cette histoire de pneus n'a aucun intérêt. Par contre, et ce qui est très important, et je sais que ce que je vais vous dire peut vous sembler choquant, mais j'y crois vraiment, c'est que Valentin, ce matin, s'est bien comporté avec votre fils. Il s'est bien comporté parce qu'il n'a établi aucune différence entre deux. Et vous savez pourquoi ? Mais parce qu'il n'en voit pas, j'imagine. Maxime, pour Valentin, n'est ni faible ni vulnérable. C'est un gamin exactement comme les autres, et qui doit donc subir la même dure loi de la cour de récréation que les autres. Il n'a pas fait de discrimination, ni même de discrimination positive, comme nous disons nous, adultes qui cherchons toujours à tout discriminer. Non, il l'a traité en égal. Pour des raisons que nous ignorons, et qu'il faut ignorer car les secrets d'enfants sont sacrés, Valentin a eu besoin de s'en prendre à votre fils. S'il avait pu, il l'aurait brutalisé, il lui aurait fait un croche-pied, donné un coup dans l'épaule ou que sais-je encore, mais comme il ne pouvait pas, il s'en est pris à son fauteuil. C'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre et je dirais même c'est sain. Nos enfants s'envisagent sur un pied d'égalité et nous avons tort, et là je me suis tournée vers la directrice, d'accorder une si grande importance à un événement aussi banal. Si Valentin s'était tamponné avec un autre gamin dans la cour, la questionnai-je, auriez-vous convoqué ainsi les parents en simulant une espèce d'état d'urgence ? Non, bien sûr que non. L'adulte qui les surveillait les aurait séparés et voilà tout. Eh bien là, c'est pareil. C'était un simple croche-pied, ni plus ni moins. Puis, me tournant de nouveau vers les parents de Maxime, je vous le redis, je n'excuse pas mon fils. Je ne l'excuse pas et je souhaite aussi qu'il soit puni. Mais je maintiens que loin d'humilier le vôtre, il lui a, en crevant sa roue, rendu honneur. Comme j'étais pressée de retourner travailler, et comme il m'agaçait, tous ces vieux qui ne comprennent jamais rien aux enfants parce qu'ils ont déjà tout oublié de leur enfance, je n'ai pas attendu que l'on commentât ma grande tirade et j'ai continué mes travaux d'étaiement. Dites-moi, lançai-je à la directrice, où nous pouvons trouver une bassine d'eau et toi, Valentin, pousse lentement ce fauteuil tout raplapla et suis-moi jusqu'au parking. Tandis que les uns et les autres s'ébrouaient, encore un peu sonné par mon diagnostic sur le terrain, j'empoignais le petit Maxime par les aisselles pour le porter jusqu'à ma leçon de choses. Il n'était pas lourd, je le soulevais comme de rien, et c'est moi, à cet instant précis, oui, c'est moi, qui fut, et de très loin, le plus sonné des 4 adultes présents dans cette pièce. Je connus là un moment de vertige comme je n'en avais encore jamais ressenti de ma vie. J'en chancelais presque. Non, pardon, restons vigilants. Vertige n'est pas le mot approprié. En soulevant ce petit garçon de 6 ans, je n'ai pas ressenti un moment de vertige. J'ai ressenti un chagrin si grand que la force de ce chagrin m'a déséquilibré. Pourquoi un tel glissement, alors qu'il y avait 1 minute à peine, je me tenais droit dans mes bottes comme dans mes convictions et sermonnais tout mon petit monde avec de grands effets de toge. Parce que je suis père de 3 garçons. Parce que depuis presque 15 ans, il m'est arrivé de soulever un enfant pour le prendre dans mes bras des centaines de fois. Des centaines et des centaines de fois. Parce que, et tous les adultes qui ont souvent fait ce geste me comprendront, s'il y a quelque chose de doux, de rassurant, de sécurisant, oui, c'est exactement ça.
de sécurisant. Et Dieu sait que je m'y connais en stratégie de sécurisation et de renforcement des murs porteurs, hein. Pour l'âme autant que pour le corps, quand on prend un enfant dans ses bras, c'est bien le réflexe koala. À peine les soulève-t-on qu'aussitôt les enfants, comme tous les jeunes mammifères ainsi sollicités j'imagine, lèvent les jambes pour nous ceinturer la taille. Ils n'y pensent pas, ils n'y pensent jamais, c'est un réflexe. À peine tendons-nous les bras vers eux qu'immédiatement leur intelligence de vie leur permet de se caler contre nous tout en nous paraissant beaucoup moins lourds. Merveilleuse nature. Merveilleuse nature mais si incohérente qui permet à l'un ce qu'elle refuse à l'autre. Ce petit Maxime et ses jambes mortes pesèrent plus lourd que moi. Je ne m'y attendais pas. Je cessais aussitôt d'être le grand con d'expert de service qui sait tout et échafaude à tour de bras. Je ramenais les deux jambes de cet enfant autour de mon centre de gravité en les prenant par en dessous, je saluais la directrice et proposais humblement à ses parents de me suivre jusqu'au parking. Tant qu'à rustiner, autant que nous rustinions tous ensemble, ce sera plus gai. Plus gai ce le fut. Le papa de Maxime s'appelait Arnaud et sa maman Sandrine. Ils n'étaient pas contrariés, ils étaient juste fatigués. Puisque je n'avais plus envie de me priver de la chaleur des bras de leur fils, désir inconscient, je suppose, d'expier mon agacement et mon sermon de tout à l'heure, autant que la présence sur cette terre de mes 3 enfants bien portants, c'est Sandrine qui trouva un récipient d'eau et Arnaud qui démonta le pneu. C'est aussi lui qui se chargea de montrer aux garçons comment localiser un trou dans une chambre à air en guettant la remontée de petites bulles et combien il était important de bien limer puis de nettoyer le caoutchouc avant de coller la rustine. Pendant ce temps, je servais, moi, tout à la fois de grue, de grappin, de chariot élévateur et de nacelle articulée à un petit garçon bien curieux. Rôle qui m'enchanta. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi utile sur un chantier. Faute de temps, je ne pus accepter le café qu'Arnaud et Sandrine me proposèrent ensuite, car mes relevés m'attendaient, mais nous nous quittâmes en paix et regonflés, tandis que Maxime et Valentin retournaient au charbon. Maxime entraînait lui-même les roues de son fauteuil et Valentin marchait à ses côtés. J'étais sur le point de lui lancer « Mais pousse-le, voyons !» Et puis je me suis ravisée. Un peu de logique, monsieur l'expert, un peu de logique. 183 mm pour la G1, 79 pour la G2, 51 en universel et 12 dans l'axe, m'annonça François, alors que je venais à peine de raccrocher et que je n'avais pas encore remis mon téléphone, et toute l'angoisse de Juliette avec, dans le fond de ma poche. Comme je demeurais silencieux, il ajouta « Ça t'étonne ?» Le haillon de sa voiture de fonction était grand ouvert et, confortablement assis sur un bidon, il pianotait sur un ordinateur portable posé dans le coffre devant lui. « Ça ne t'étonne pas ?» s'étonna-t-il, tandis que je regardais de nouveau les façades nord de la résidence des Ormes. Ce magnifique programme immobilier avec 59 appartements vides mais livrables clé en main, c'était écrit en 4 mètres sur 3 sur le panneau juste devant moi, en juillet de l'année précédente. « Ça me... » murmurai-je. « Pardon ?» Il me fit signe qu'il entendait mal à cause de son casque. « Tu en as pour combien de temps encore ?»« J'ai presque fini. »« Tu finiras plus tard. Allons déjeuner. On n'est plus tellement pressé à présent. » En vérité, je n'aurais jamais cherché à connaître le secret de Valentin, et je ne l'aurais probablement jamais su si Léo, le grand copain de notre Thomas, n'avait eu lui aussi une petite sœur de 6 ans. Cette petite sœur s'appelait Amélie, et cette Amélie était bien bavarde. Elle avait raconté à son frère la grosse bêtise de Valentin. Grosse bêtise qui avait fait le tour de l'école, qui avait été le seul sujet de conversation de tous les élèves et de tous les adultes présents ce jour-là, et qui resterait dans les annales de cette petite cour de récréation pour des siècles et des siècles, cela allait sans dire. Amélie était bavarde, et le soir même, alors que nous étions tous à table, voici ce que Juliette et moi avons entendu. Gabriel. « Hé, va. Valentin. « Quoi ?» Gabriel. « C'est vrai que t'as crevé le pneu du fauteuil roulant d'un mec de ta classe aujourd'hui ?» Valentin. « Oui. » Gros rire des aînés. Thomas. « Tu t'es cru dans le jeu d'Émile Borne ou quoi ?» Gros rire. Gabriel. « Avec quoi t'as fait ça ? Avec une punaise ?» Valentin. « Non. » Thomas. « Avec un clou ?» Valentin. « Non. » Gabriel. « Avec quoi ?» Valentin. « Avec mon compas. » Vrai rire. Thomas. « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'avait fait ?» Et je reconnus bien là la sagesse des enfants. Primo, les fauteuils roulants n'avaient rien de respectable en soi. Secondo, dans une cour de récréation, les mauvais coups ne se rendent jamais sans raison. Pas de réponse. Gabriel. « Tu ne veux pas le dire ?» Pas de réponse. Thomas. « Il t'avait insulté ?» Pas de réponse. Gabriel. « Il t'avait piqué ta trousse, ce gogol. » Valentin, choqué. « C'est pas du tout un gogol. En plus, il a tous les aréoles et tous les kits paddle. » Gabriel. « Ah ouais ? Bah dis-nous ce qu'il t'a fait alors. » Pas de réponse.
et notre petit Valentin de nouveau au bord des larmes. Les grands adoraient leur petit frère. Pour eux aussi c'était un cadeau, et de le voir ainsi tout triste et dans le débord les bouleversa. Gabriel. Va, dis-nous tout de suite ce qu'il t'a fait, sinon on va lui demander nous-mêmes demain, hein. Valentin, qu'une telle menace finit par fissurer de la tête aux pieds. Je ne peux pas vous le dire, sanglota-t-il, parce que maman va me gronder. Juliette, amusée et émue, mais surtout émue. Mais non, vas-y, tu peux le dire. Je te promets que je ne te gronderai pas. Gabriel, triomphant. Ah, ça y est, je sais. C'est un truc qui a à voir avec les cartes Pokémon. Valentin, dévasté. Oui. Cette histoire de cartes Pokémon était devenue un sujet très sensible à la maison, car Valentin, inoculé, formé, cachétisé, converti, endoctriné et cornaqué par ses frères, en était fou, et il s'était déjà fait punir plusieurs fois à cause d'elle. Sa mère lui avait donc formellement interdit de les emporter à l'école, où d'ailleurs elles étaient formellement interdites aussi. Et je comprenais soudain pourquoi il était resté stoïque devant la directrice, préférant ainsi être puni par lâcheté plutôt que pour désobéissance. Face à un si gros chagrin et une telle rectitude morale, je m'autorisais enfin ce que je m'étais interdit beaucoup plus tôt dans la journée. Je me levai de table et j'allai vers mon fils pour lui faire un énorme câlin. Il était dans mes bras, avec son odeur de craie, d'innocence, de fatigue, de shampoing à la camomille et de désespoir d'enfant. Il était dans mes bras, avec sa truffe humide et ses grosses papates de koala refermées serrées autour de moi, et du haut de son papa, il hoqueta en direction de ses frères. Il m'a menti. Il m'a échangé une carte ultra rare contre une nulle, en me faisant croire que c'était un légendaire. Il t'a échangé laquelle ? Demanda Gabriel imperturbable. Mascarino EX avec 220 PV. Mais t'es fou, s'exclama Thomas. Celle-ci, il faut jamais l'échanger, voyons. Il t'a donné laquelle en échange ? Continua Gabriel. Gros doudou. Silence. Les deux grands étaient KO debout. Après quelques secondes de pure sidération, Thomas répéta incrédule. Gros doudou ? Le petit gros doudou tout pourri à 90 PV ? Oui, sanglota Valentin de plus belle. Mais, suffoquait Gabriel d'indignation. Il suffit de le voir, gros doudou, pour comprendre qu'il est nul. Il est tout rose et tout nunuche, on dirait une peluche de fille. Oui, mais il m'a dit que c'était un Pokémon légendaire. Thomas et Gabriel étaient sous le choc. Échanger un Scarino EX contre un gros doudou, c'était déjà honteux, mais réussir un tel forfait en assurant que gros doudou était un Pokémon légendaire, alors là, c'était vraiment le pire du fond de la lie de la crasse de toutes les infamies jamais tolérées dans une cour de récréation. Je regardais leur mine défaite de dindon cocu et je riais de bon cœur. Deux petits mafiosi roulés dans la farine par un Joe Pesci de 6 ans et demi. Après une minute d'un silence sépultural pendant lequel on n'entendit rien d'autre que des bruits de couverts, Thomas lâcha tel le glas du Tosquin. T'as été trop gentil, Valentin. T'as été beaucoup trop gentil. Hein. C'était ces 2 pneus qu'il fallait lui crever à ce gros menteur. Après l'avoir bordé dans son lit, tout à l'heure, je lui ai demandé. Mais dis-moi, ça veut dire quoi, PV ? Point de vie ? Ah, d'accord. Plus ton Pokémon a de PV, ajouta-t-il en sortant une carte de sous son matelas et en me montrant le nombre indiqué en haut à droite, et plus il est fort, tu comprends ? Je savais que ce n'était pas du tout le moment, mais je n'ai pas pu résister, et j'ai ajouté. Tu l'as toujours ta carte de gros doudou ? Son visage s'assombrit aussitôt. Oui, gémit-il, mais elle est nulle. Tu ne voudrais pas me l'échanger ? Lui demandai-je en éteignant sa lampe de chevet. Oh non, je ne te l'échange pas, je te la donne. Elle est trop nulle. Mais pourquoi tu la veux ? Parce que je voudrais la garder en souvenir. En souvenir de quoi ? Me demanda-t-il en bâillant. Valentin s'est endormi avant de connaître ma réponse, et c'est heureux parce que je ne la connaissais pas moi-même. Qu'aurais-je pu lui répondre ? En souvenir de toi ? En souvenir de moi ? En souvenir de tes frères et de votre maman ? En souvenir de cette journée ? Quand je connais les réponses, je rédige des rapports. Je passe ma vie à rédiger des rapports, c'est mon gagne-pain. Là, il est presque 3 heures du matin. Toute la maison dort. Je suis encore assis devant la table de notre cuisine et je viens de terminer mon premier rapport d'expertise sans conclusion. Je voulais simplement consigner ce que j'avais vécu aujourd'hui. Ma famille, mon métier, mes soucis, ce qui m'étonne encore et ce qui ne m'étonne plus, ma naïveté, mes privilèges, ma chance, mes fondations, mes points de vie. C'était Mes points de vie, une nouvelle extrait d'un recueil d'Anna Gavalda qui s'appelle Fendre l'armure.